Je vais vous parler d'un théâtre spécifique qui est le théâtre Beethoven Theater, donc le théâtre qu'on peut traduire en français par le théâtre de la vie ou du quotidien. Un théâtre qui a eu donc une vie très longue, puisqu'il a commencé en 1848 et s'est terminé en 1950. Il représente environ 50 auteurs pour les recherches actuelles parce que ça continue, donc on découvre sans cesse de nouvelles pièces et de nouveaux auteurs. Pour l'instant, il y a 50 auteurs, 140 pièces. Ce qui est intéressant dans ce théâtre, c'est que c'est un genre qui relève à la fois de l'oralité et de l'écriture. Et en particulier, ce qui va être l'objet de mon intervention, c'est l'insertion des formes brèves, donc l'enchâssement des formes brèves dans ce théâtre. Donc en particulier la poésie orale, donc en tant que forme brève, non seulement qui ouvre et clôt donc ces pièces de théâtre, mais elle est aussi insérée dans le texte, pas pour illustrer le propos ni pour camper un décor, mais comme partie intégrante donc, du discours narratif et de sa structure. Alors, bien que la langue macédonienne, pour certains slavistes ici qui le savent, bien que la langue macédonienne ait été à l'origine des lettres slaves, elle fut malheureusement la dernière à être standardisée, puisque la standardisation de la langue macédonienne n'a été décidé qu'en 1944, et les lettres slaves ont débuté au IXe siècle. Et donc, bien que cette langue ait joué un rôle très important donc au IXe siècle, la littérature macédonienne, en revanche, du fait d'une histoire très mouvementée et discontinue, se développe tardivement, laissant donc une place considérable à l'oralité. On va donc voir dans ce passage progressif de l'oralité à l'écriture des formes qui vont rester comme des traces non négligeables des formes d'oralité, donc la poésie orale en particulier, mais pas seulement. Nous avons des devinettes, des proverbes, et surtout nous avons la musique traditionnelle, les danses traditionnelles, etc., qui vont être insérées dans ce théâtre, et qui vont donc être des traces de cette oralité au moment de ce passage. Mais ça ne se résume pas à cela, c'est-à-dire que ces formes d'oralité vont aussi avoir un autre sens. Donc nous allons essayer de voir les modalités d'insertion de la poésie orale en particulier dans les textes dramatiques, et on va essayer de définir, d'expliquer la portée sémantique de ces formes brèves. Alors, nous allons ici, effectivement, c'est un dépaysement, puisque nous allons expliquer 1848, nous sommes sous l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est un fonctionnement bien particulier, c'est le fonctionnement des millettes. Qu'est-ce que les millettes? Ce sont des communautés religieuses. Donc, comment s'inscrire dans un empire qui inscrit l'appartenance uniquement en fonction de la religion? Alors, il n'existe pas une multitude de millettes, il n'existe que quelques millettes qui ont été inscrits officiellement donc, sous l'Empire ottoman. Le premier millet à s'être inscrit, c'est le Rum millet, qu'on appelait le millet grec, qui était rattaché bien sûr à l'église grecque du Phanar, donc de Constantinople. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement l'église grecque représentait tous les chrétiens dans l'Empire ottoman. Et ça veut dire que donc l'église, ça veut dire la transmission finalement de la religion se faisait en grec, mais le grec était aussi la langue de communication, la langue véhiculaire, la langue de commerce et la langue d'éducation. Bon, donc nous sommes évidemment dans une période où c'est l'Église qui éduque, et donc elle éduque dans la langue qui donc appartient à cette Église. Ce qui veut dire que la plupart des Macédoniens de cette époque sont éduqués, quand ils sont éduqués, donc scolarisés, sont scolarisés donc en grec, bien que la langue bien sûr dominante soit le turc. Eh bien, ils sont donc scolarisés en grec, et on est dans la période donc, de 1848, c'est-à-dire 19e siècle,
où on assiste à l'éveil, donc ce qu'on appelle, c'est la période de l'éveil de la conscience nationale, donc l'idée de nation commence à pénétrer dans cet espace. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'Empire ottoman, ce qu'on disait, cet homme malade, et ça permet donc à ces pays de commencer des luttes de libération, et la plupart des peuples balkaniques donc amorcent ces luttes de libération pour créer donc leurs États. C'est ce qui va se produire, c'est-à-dire que la plupart des peuples balkaniques vont créer leurs États, donc on va avoir la Grèce qui va créer son État, donc la Bulgarie, la Serbie, etc. Mais parallèlement, il va y avoir une lutte pour essayer finalement d'obtenir le maximum d'espace, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se libérer et créer un État réduit, on va essayer de se libérer en essayant de ramasser le maximum d'espace dans l'Empire ottoman. Donc en même temps qu'on fait des luttes de libération, aussi on fait des luttes de propagande pour essayer de définir qui est quoi. Puisque jusqu'alors on était défini par la religion, on va maintenant passer à la définition donc de la nation. Alors qu'est-ce que la nation? Comment on va procéder? Eh bien on va utiliser l'élément linguistique cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va dire que ceux qui parlent donc du grec deviennent des grecs, ceux qui parlent bulgare deviennent des bulgares, ceux qui parlent serbe deviennent des serbes. Donc on va essayer de finalement délimiter les territoires et les populations en fonction des langues. Et aussi toujours, parce que l'Église est toujours là, du rattachement bien sûr à une Église. Les Grecs avaient donc la plus ancienne Église, celle qui représentait donc tous les chrétiens. Entre-temps, il va y avoir des Bulgares qui vont lutter pour créer leur propre millet, pour être reconnus au sein donc de l'Empire ottoman, pour pouvoir ensuite faire valoir justement une certaine population, pour dire qu'une certaine population donc leur appartient. C'est ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'en 1870, on va avoir l'exarcat bulgare, donc le millet bulgare, qu'on appelait le bulgare millet, qui va être accepté donc par la Sublime Porte. Et donc maintenant on a deux millets, donc on a le millet grec et on a le millet bulgare. La population chrétienne doit choisir finalement entre ces deux millets, et ceux qui se trouvent plutôt vers la Serbie vont aussi avoir une troisième option, c'est-à-dire se rattacher à l'église de Peć. Mais l'église de Peć, les Serbes, bien qu'ils aient aussi entamé une propagande, n'ont pas réussi à obtenir un millet. Ils n'ont pas été inscrits comme étant une église donc inscrite dans les registres ottomans. Malgré tout, étant donné que l'église de Peć a eu une importance considérable dans l'Empire ottoman, la serbité, c'est-à-dire quand on va apparaître la notion de nationalité, va quand même être acceptée compte tenu de l'importance de cette église. Donc on va avoir finalement trois pôles, et la population va devoir finalement appartenir à l'une ou l'autre de cette église, donc à l'une ou l'autre de ces nationalités. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à inscrire votre millet, si vous n'avez pas réussi finalement à avoir votre église dans votre langue, eh bien, finalement, quand l'Empire ottoman va éclater et que les nouveaux pays vont se créer, vous n'existez pour ainsi dire pas, puisque vous n'avez pas finalement été enregistré officiellement dans l'une ou l'autre de ces églises. Donc, les pays se libèrent vers la fin du XIXe siècle. Ça s'amorce à partir de la seconde partie. Mais commence maintenant, une fois qu'on s'est libéré, qu'on a créé des royaumes, il reste cette Macédoine qui est énorme quand même. C'est le territoire de l'Empire ottoman européen qui reste. Et je vous précise qu'il va rester jusqu'en 1913 possession donc de l'Empire ottoman. Et le but de ces peuples donc, qui viennent de se donner donc, des nationalités va devoir maintenant se tourner contre l'Empire ottoman pour essayer de ramasser, se partager donc, ce territoire en définissant les populations comme leur appartenant.
Donc tout un processus de dénationalisation va commencer donc, par rapport à la population, et c'est le plus fort qui gagne finalement, c'est-à-dire celui qui arrive à prouver le plus de choses par rapport à cette population obtient cette population en rattachement, mais aussi le territoire sur lequel se trouve la population. Donc la Macédoine en 1913 va se trouver partagée par le traité de Bucarest en 4 parties. Généralement les historiens ne parlent que de 3, mais c'est 4 parties. Donc une large partie du territoire, c'est-à-dire plus de 50% du territoire va être donné à la Grèce, c'est-à-dire que la Grèce qui avait créé son État qu'on appelait l'ancienne Grèce ou la vieille Grèce, va à partir de 1913 obtenir 50% de la Macédoine et ça s'appellera donc la Nouvelle Grèce. Cette Nouvelle Grèce qui donc obtient un territoire énorme mais en plus des débouchés sur la mer Égée considérables, c'était l'objectif aussi, et donc avec une population, bien sûr, qu'on dit slavophone, parce qu'on ne la nomme pas, une population slavophone considérable également, donc sur son territoire. Et cet État, comme tous les autres, vont s'évertuer à rompre l'homogénéité ethnique sur les territoires. Alors, la Grèce sur son territoire, la Bulgarie obtient 11% du territoire, le royaume serbe, croate et slovène, mais en particulier la Serbie, obtient 34% du territoire, et l'Albanie obtient aussi le reste du pourcentage qui est restant, c'est-à-dire tous les villages qui se trouvent au bord des lacs, donc Prespa et Ohrid, qu'on ne nomme jamais parce qu'on considère que c'est statistiquement trop peu. Or, les populations, généralement, dans ces lieux très montagneux, habitent au bord des lacs, sont très, très concentrés, donc ça représente quand même une population très importante. Bien, c'est pour vous donner un petit peu dans quelles conditions nous sommes. Donc, pendant que ces populations inscrites, soit par des millets, soit par des églises fortes, sont dans un processus de propagande, d'appropriation et de dénationalisation, vous avez la population macédonienne qui elle-même essaie d'inscrire bien sûr son existence et donc va essayer de créer un théâtre qui n'est plus un théâtre cette fois-ci en grec, puisque l'éducation se faisait en grec. On est en 1848, l'exarcat bulgare n'est pas encore créé, puisqu'il ne sera créé qu'en 1870. Donc la seule église qui est représentante, c'est l'église grecque, et donc c'est la langue grecque. Donc qu'est-ce que vont faire les Macédoniens, en particulier donc tous ces instituteurs, parce que ce sont des instituteurs, ils vont essayer finalement de faire un théâtre, donc qu'on appelait au début théâtre didactique ou pédagogique, parce qu'il se passe dans les écoles, où pendant qu'ils sont obligés d'apprendre le grec à leurs élèves, ils vont aussi traduire tout ce qu'ils font dans la langue populaire macédonienne et mettre en scène finalement des piécettes d'un acte, parce que le théâtre donc du quotidien ou de l'existence commence avec des pièces en un acte. Bien souvent, ce sont des traductions de textes grecs, de textes classiques grecs, d'adaptation, c'est-à-dire qu'on fait des synthèses de ces textes, soit on crée des petites pièces dialoguées avec des dialogues très inspirés des Français, en particulier des Lumières françaises. Et donc, ce sont les auteurs eux-mêmes qui mettent en scène leurs pièces, parce que ça se joue lors de fêtes ou de réunions dans les établissements scolaires, ou lors de foires aussi, mais ce sont les élèves qui représentent leurs pièces. Comme on disait tout à l'heure, ce ne sont que des garçons, parce qu'au début, il n'y avait que les garçons qui pouvaient jouer, et ils jouaient des rôles, bien sûr, aussi féminins. Donc, le premier grand auteur de cette époque, c'est un homme qui s'appelle Jordan Hadji Konstantinov Djinot, Djinot étant un surnom qui veut dire le géant. On l'a surnommé le géant parce que c'était, à vrai dire, tellement difficile à cette époque-là de faire ce qu'il avait fait, et ça lui a valu la vie, en effet, puisqu'il a été banni, il a été envoyé en Asie mineure, torturé, et il n'a pas survécu, en fait, à ces traitements. Et quand il est revenu dans son village natal, il est mort, pour ainsi dire, tout de suite. On ne peut pas dire que ces pièces de théâtre étaient vraiment d'une grande valeur, mais il a initié donc la naissance de ce théâtre en langue populaire macédonienne,
avec une introduction de la vie macédonienne comme thématique à l'intérieur de ces pièces. Le fondateur vraiment de ce théâtre, c'est Wojdan Czernodrinski. Czernodrinski étant aussi un pseudonyme qui veut dire drine noir. C'est le fleuve qui coule dans la ville de Struga, qui est une ville très importante pour les Macédoniens, puisque c'est là où se déroule, peut-être que certains le savent, le plus ancien festival international de la poésie qui existe encore aujourd'hui. Donc Wojdan Czernodrinski, lui, en 1900, il va écrire une pièce de théâtre, une vraie cette fois-ci, en 5 actes, et il veut absolument donc que le sujet soit macédonien. Donc il dit qu'il se sert d'un fait divers qu'il a lu dans un journal serbe de l'époque et qui nous parle du rapt des jeunes filles, puisque c'était une thématique assez importante quand même sous l'Empire ottoman, l'enlèvement des jeunes garçons pour devenir des janissaires, les rapts des jeunes filles donc pour être islamisées, etc. Donc c'est cette thématique-là donc qui est traitée dans sa pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre s'appelle Makedonska krvava svadba, c'est-à-dire les noces de sang macédoniennes. Donc on inscrit dès le titre donc la macédonité, la pièce est en langue populaire macédonienne, et bien évidemment là on a du théâtre d'auteur, c'est-à-dire que même si c'est une inspiration donc à partir d'un fait divers, c'est un théâtre, une création totale. Mais il faut savoir que Czernodrinski se trouve à Sofia, qui est déjà donc, qui est la Bulgarie, qui a déjà un pays. Donc il a émigré. Et là, il y a une énorme émigration macédonienne, à la fois politique et économique. Et ce théâtre, bien sûr, s'adresse à cette émigration parce qu'elle sert, bien sûr, d'éveil de la conscience nationale de ces Macédoniens et les incite bien sûr à une révolte, puisque en 1900 la Macédoine est toujours sous l'Empire ottoman. Et donc il va mettre lui-même il va jouer sa pièce de théâtre, il va la mettre en scène, et le jour de la représentation, bien évidemment les acteurs sont armés. La salle est gardée par des acteurs qui eux-mêmes gardent la salle à l'extérieur parce que c'est dangereux, on est à Sofia et cette pièce de théâtre est en train d'affirmer que finalement les Macédoniens ont une existence dans un pays, finalement la Bulgarie, qui ne nie absolument l'existence des Macédoniens en tant que Macédoniens. Elle les accepte en tant que Bulgares. Parce que pour les Bulgares, les Macédoniens sont des Bulgares et ils parlent bien évidemment un dialecte bulgare du Sud. Voilà. Alors, sa pièce de théâtre, évidemment, elle va avoir une énorme importance. Elle a été jouée plus de 1000 fois en 20 ans. Elle a donné lieu à un film ensuite par un écrivain en 1967 quand il y a eu la création de la République socialiste de Macédoine au sein de la Yougoslavie. Mais en 1900, lorsqu'il l'a écrite et jouée à Sofia, il faudra quand même attendre 8 ans pour qu'elle puisse être jouée donc, sur le territoire macédonien. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? À l'issue du traité de Bucarest, au moment du partage de la Macédoine, est-ce que ce théâtre va mourir? Non, pas du tout. Là, cette fois-ci, le théâtre va se concentrer en Serbie, c'est-à-dire que la Grèce, il n'est plus question de théâtre, puisqu'à partir du moment où la Grèce récupère donc 50% du territoire, la langue est interdite totalement, et cette fois-ci, ce n'est pas du tout... je veux dire, quand je parle de langue interdite, c'est interdit, si vous utilisez ne serait-ce qu'un mot macédonien, c'est la torture. Et les vieilles personnes qui utilisaient même sur le marché, parce qu'elles ne parlaient pas une autre langue, parce qu'elles étaient analphabètes, le macédonien, ne pouvaient pas l'utiliser, étaient enfermées, torturées, et finissaient par parler avec les mains, pour pouvoir s'exprimer même sur le marché pour acheter la marchandise. Donc en Grèce, il n'était plus question de parler de toute façon le macédonien, donc l'art, le théâtre, il n'en était même pas question dans cet espace. Quant à l'espace bulgare, bien évidemment, on pouvait peut-être avoir des créations, mais la Bulgarie existait, et il fallait que cette création, lorsqu'elle se présente comme étant la création bulgare.
Le théâtre, finalement, s'est surtout concentré à Skopje, donc ce qui appartenait donc au royaume serbe, slovène et croate, rattaché à la Serbie. Et là, nous allons avoir, dès les années 26, des pièces de théâtre qui vont commencer à être jouées dans le théâtre de Skopje, dirigées bien sûr par des directeurs serbes. Un théâtre macédonien en langue macédonienne, mais toujours sur l'affiche indiqué théâtre en dialecte serbe du Sud. Donc c'est-à-dire que même si la langue était du macédonien, c'était quand même le dialecte serbe du Sud. Bon, là, il y a beaucoup de noms assez importants, mais je vais passer parce que je voudrais plutôt faire l'analyse de ce théâtre, ce qu'il représente. Alors... Donc, il va, pendant toute la période de l'entre-deux-guerres où la Macédoine appartient donc à la Serbie, je précise qu'il y avait deux interruptions quand même, c'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, ce territoire est occupé par la Bulgarie, et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, de nouveau occupé par la Bulgarie. Donc on a deux périodes d'occupation bulgare où, pendant ces occupations bulgares, par exemple pendant la première, eh bien la Bulgarie va aussi jouer des pièces de théâtre bulgares sur la scène du théâtre donc de Skopje. Alors, qu'est-ce que ce théâtre donc dit du quotidien de la vie? Alors il s'agit d'une scène qui est composée de 4 murs. C'est comme une boîte ou une maison, donc ça symbolise quelque chose de fermé. Seule donc la face qui est devant le public, le mur devant est transparent, pour permettre aux spectateurs de voir la scène à laquelle ils doivent s'identifier, tant elle doit ressembler à la réalité, à leur réalité quotidienne. En fait, on nous dit, donc la critique, les théoriciens de théâtre disent que c'est des pièces qui veulent copier la vie pour la transposer sur la scène et donner l'illusion d'immédiate réalité, d'immédiate vérité aussi. Alors, on ne donne donc que des scènes de la vie ou la guerre, les insurrections, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui paraisse exceptionnel, parce que la vie, en fait, des Macédoniens, c'est une répétition de guerre, d'insurrection, donc c'est aussi la quotidienneté. Alors, ce qui explique qu'on dit que ces chants sont donc ornés de danses, de chants et de coups de feu, puisque les coups de feu, donc, renvoient constamment donc, aux insurrections. Alors, voilà, on a cette scène, et l'auteur va choisir de parler de un ou de plusieurs événements connus ou vécus par les spectateurs, qui sont toujours accompagnés de rites, de coutumes, de danses populaires, de chants, de musique, avec des instruments bien sûr populaires, de proverbes, voire parfois de documents historiques jamais publiés en dehors de ces pièces de théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, le manifeste de Krouchevo, qui était le manifeste de l'insurrection de la Saint-Élie en 1903, a été publié par l'auteur même du manifeste, qui est Maïski. Quand il a préparé lui-même sa pièce de théâtre qui s'appelait La Saint-Élie, il a introduit le manifeste de l'insurrection à l'intérieur de sa pièce de théâtre. Donc il a introduit le document historique. Alors, ce théâtre concerne la condition sociale donc immédiate du Macédonien, d'où aussi sa deuxième désignation, on l'appelle le théâtre social et existentiel. Donc il s'agit de mettre en scène des représentations sociales d'un monde qui est pris dans son mouvement quotidien et dans sa structure sociétale. Et la société traditionnelle patriarcale, donc avec ses règles, ses croyances, ses coutumes, son expression culturelle, sa tradition orale, son artisanat et sa créativité. C'est ce que l'on met donc en scène, c'est ça. Ce théâtre a très peu de valeur littéraire, car il se veut donc une photographie du quotidien, un cliché, un instantané, et c'est surtout les sociologues qui aujourd'hui se régalent finalement, et les historiens, puisqu'on va retrouver énormément d'éléments ethnographiques et folkloriques qui sont extraits
extrêmement fidèle à ce qui se passait. Donc à ce moment-là, c'est une véritable transcription. Alors, ça peut se passer dans un milieu rural, mais aussi dans un milieu urbain, pour les pièces de la dernière période du genre, mais c'est toujours en langue populaire macédonienne. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on introduit la poésie orale qui a préservé les formes les plus archaïques des différents dialectes parlés macédoniens. Et c'est important si on reprend la période donc 1848-1950. Au début, nous sommes en situation de domination donc ottomane. Dans cette situation, la langue qui est utilisée, langue interdite, est un acte donc bien évidemment de rébellion, mais pas seulement de rébellion contre l'oppresseur ottoman, considéré donc comme le premier, contre en fait le grec, contre l'Église grecque. Il y a donc une double fonction. Ensuite, quand on va se retrouver à la période de l'entre-deux-guerres, c'est encore la langue interdite, mais parce qu'on parlera de dialecte serbe du Sud, mais cette fois-ci, donc, là encore, en acceptant finalement l'étiquette serbe du Sud, mais en parlant quand même macédonien dans les pièces de théâtre, les auteurs affirment aussi, par cette détermination d'utiliser toujours la langue, leur rébellion donc par rapport à cette nouvelle domination. Je vous précise que certains de ces auteurs, beaucoup de leurs pièces ont été supprimées après quelques-unes des représentations, parce qu'il y avait une telle adhésion dans le public, il y avait une telle foule qui venait voir ces pièces, que le projet de dénationalisation des Macédoniens semblait être contrecarré, et le gouvernement serbe n'appréciait pas du tout, donc supprimait au bout de quelques représentations ces pièces. Certains auteurs ont même été envoyés au fin fond de la Serbie parce qu'il fallait qu'ils réapprennent mieux le serbe. Parce que finalement, le serbe qu'ils parlaient dans leurs pièces n'était peut-être pas le bon serbe. Alors, quant aux écrivains qui se sentaient contraints d'écrire en serbe, parce qu'ils étaient peut-être un petit peu moins téméraires que d'autres, il faut savoir que la tradition orale, et en particulier la poésie insérée, était toujours en macédonien. Et c'est là qu'on repérait donc, que l'auteur était un macédonien. Parce que le texte, les dialogues pouvaient être en serbe, mais la poésie orale insérée donc, à l'intérieur était toujours en langue macédonienne. Donc les sujets sont toujours d'une simplicité incroyable. Ce sont des empêchements à la réalisation d'un amour heureux. Ce sont des variantes de conflits sociaux, des variantes de conflits éthiques et ethniques parfois. Ce sont des variantes de construction d'un enchevêtrement de difficultés que l'on démêle, donc dramatiquement, et selon des matrices très archaïques, blanc-noir, dominé-dominant, riche-pauvre, juste-injuste, bien-mal, vie-mort, etc. Alors, il y a une donc grande proximité avec le public, immédiate identification donc avec tous les spectateurs. On instaure donc une sorte de symbiose, d'amalgame, de communion avec le public. On s'imbrique, c'est-à-dire qu'entre la scène et le public, donc il y a une imbrication, un lien qui se crée. On va utiliser toujours des intonations mélodramatiques et sentimentales. Là aussi, ça provoque une identification émotionnelle donc, chez les spectateurs. On joue sur les rires et les pleurs. Et d'ailleurs, il y a une des troupes qui va s'appeler Rire et pleurs. C'est bien l'objectif, il faut faire rire et pleurer. Donc, toujours la même réception pour toutes ces pièces pendant un siècle. Rapide à identifier, simple à comprendre, sans surprise dans les dénouements. Mais toujours donc réception réussie. Et tous les âges étaient absolument enthousiasmés donc, par ces pièces de théâtre. Il existait un autre théâtre parallèlement, même qu'on l'on peut considérer d'avant-garde, mais qui a toujours échoué. Parce que ce public-là, à ce moment-là, n'était pas intéressé par autre chose que par ce théâtre qui était un véritable combat pour les Macédoniens. J'ai oublié de vous dire que les révolutionnaires eux-mêmes, à partir de 1893, puisque le mouvement révolutionnaire macédonien se crée en 1893 à Salonique, va utiliser les théâtres comme tribune de la Révolution.
ce même théâtre, et les révolutionnaires macédoniens, tout à l'heure je vous ai dit Maïski est un révolutionnaire avec son manifeste, les révolutionnaires macédoniens écrivent les pièces de théâtre et les font jouer. Ce sont des révolutionnaires qui jouent les pièces et on le joue devant, bien sûr, le public macédonien. Donc, c'est des pièces qui se veulent proches donc, du public ordinaire, du public on ne se passe pas sur une classe sociale, on veut le macédonien, quelle que soit sa catégorie sociale. À ce point qu'il y a eu même des peintres du bâtiment qui ont fait qui ont protesté dans des journaux de l'époque serbe en disant mais pourquoi on n'a pas accepté nos pièces de théâtre parce que nous finalement on pourrait écrire aussi bien une pièce du quotidien comme tous ces auteurs qui font ces pièces. Donc n'importe qui avait l'impression finalement, simples gens, les autodidactes avaient l'impression qu'ils pouvaient eux-mêmes écrire ces pièces de théâtre. Alors, maintenant, je me concentre précisément sur l'insertion des formes brèves. Alors, cette fascination donc pour le théâtre, l'une des raisons principales est l'affirmation, bien sûr, de l'existence du peuple, quand partout, finalement, ce peuple est nié. Il s'agit d'une réponse à sa négation répétée. Donc, vous avez vu, on est passé d'une domination à l'autre, et pourtant, de toute façon, son existence est niée. D'où le nom donné à ce théâtre, puisque bit peut aussi être traduit par existence. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que c'est le théâtre de l'existence. Maintenant, le fait d'introduire la poésie orale à l'intérieur, donc ces formes brèves, suggère le caractère continu, éternel, de l'existence donc du macédonien. Comment on donne cette idée de continuité? Eh bien, le drame commence sur la scène avant même le lever du rideau. C'est-à-dire qu'avant que le rideau se lève, on commence à entendre un chant macédonien derrière le rideau. Donc, tout de suite, le chant populaire, finalement, que l'on entend et que l'on identifie, parce que les Macédoniens connaissent les chants populaires sans problème, on l'identifie bien sûr par la langue, mais aussi par la référence culturelle séculaire qu'il représente. Ce chant est aussi obligatoirement associé avec la danse qui l'accompagne, parce que chaque chant a une danse qui l'accompagne. Et donc, c'est une ronde, généralement, qui unit par le même lien donc, les humains, donc appartenant à ce peuple. Ensuite, le rideau se lève, et sur une scène, vous allez avoir une connotation métaphorique. De quelle façon? C'est-à-dire que vous avez des chants qui s'étendent, on a l'impression qu'ils s'étendent à l'infini, et qui n'attendent que la fenaison. On a l'impression qu'il y a une idée de pérennité, donc que le peuple, finalement, est là, qu'il a toujours cultivé ses chants, qu'il a toujours vécu ici, sur ces terres, sous ces cieux. Et donc, ce Macédonien, donc laborieux, modeste, bon, prêt à sacrifier sa vie pour défendre ses biens, et avant tout aussi son honneur, parce qu'il est beaucoup question d'honneur dans ces pièces de théâtre. Donc il est là depuis toujours et pour toujours. Et le signe de la durée dans le temps, de la continuité historique et de la linéarité temporelle, donc s'inscrit précisément par la poésie et la danse, pas par la pièce en elle-même. Ce sont ces éléments-là qui inscrivent donc la durée. Dans ce décor qui symbolise la continuité, donc l'auteur se focalise sur un segment de la totalité qui considère comme une étape de la vie. Je vais essayer de... J'en ai plus pour longtemps, je vais essayer de résumer. Donc on va prendre un segment donc, de la totalité, considéré comme simplement une étape. Donc on prend un événement qui vient marquer la rupture, puisqu'il se produit toujours quelque chose. On vient marquer la rupture, et donc le rapt d'une jeune fille, par exemple. Mais cet élément-là n'est pas important. Il est un élément, certes, qu'on présente comme un élément du quotidien, mais il n'est pas important. Il ne fonctionne que comme révélateur de l'existence d'une communauté. En fait, ce négatif, cet élément négatif qui vient perturber, n'est là que pour révéler
y a le positif, c'est-à-dire qu'il y a l'existence. Justement, s'il y a la négation, c'est qu'on nie quelque chose qui existe. Donc, la tradition orale fonctionne, comme le dit, mémorable, et je vais finir là-dessus, qui s'apparente à une formule sentencieuse ou à une citation porteuse d'une vérité commune. Et là, je vais citer Krukowski, qui a fait un très beau travail sur lire les formes brèves, et il dit « La formule sentencieuse énonce une vérité commune à double titre, par son extension, puisque cette vérité vaut pour une communauté, par son énonciation, puisqu'elle est dans toutes les bouches, assumée et proférée par une communauté. » Donc, fin de citation, l'effet de vérité est produit par le caractère commun des formules, l'effet d'unanimité est marqué par l'énonciation collective, donc ici la nommée, et un autre critique littéraire, donc Antoine Compagnon, nous dit que le général n'est pas seulement exprimé dans le contenu de la proposition, mais aussi dans la communauté qui la soutient et s'y reconnaît, là c'est la doxa. Donc la poésie orale est le patrimoine commun qui recèle donc une vérité commune. Tout en identifiant une communauté, elle légitime son existence. Je cite, « Le général de l'énonciation et le général de l'énoncé se confirment ou se légitiment mutuellement. » Bon, je vais essayer de conclure. Je n'ai pas grand-chose encore, mais... Bien, ah oui, l'enchâssement aussi, de la poésie, crée aussi la multiplication de cassures dans le texte qui oblige le spectateur à jouer un rôle actif dans l'élaboration du sens. Ces ruptures servent également à éveiller donc le spectateur, et ce sont principalement donc ces spectateurs des Macédoniens pour les amener à la révolte contre l'ordre établi. Voilà, ça je vous ai dit, le caractère, mais c'est intéressant parce que l'enchâssement crée aussi la rupture qui oblige aussi le spectateur à réagir. Ensuite, je voudrais dire que donc ça va s'arrêter en 1950. Pourquoi en 1950? Parce qu'en 1944, donc, il y a déjà finalement l'objectif de la création donc, de la deuxième Yougoslavie, celle de Tito. Les Macédoniens donc, ont été des très fervents partisans donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils décident de devenir un État fédéré donc, au sein de la Fédération yougoslave. Donc à partir de 1944, ensuite on aura la République donc, socialiste donc, de Macédoine. Et puis, ça va, donc le théâtre du quotidien va survivre encore quelques temps, mais il va s'étioler avec des pièces en un acte parce qu'il n'a plus aucune fonction, dans le sens qu'il n'a plus besoin finalement d'éveiller ou de faire reconnaître cette population, puisque ce peuple est reconnu dans son propre État avec sa propre langue. Et c'est seulement à partir de 1991, et là j'insiste, une fois que cette fois-ci on a un éclatement de la Yougoslavie, on crée cette fois-ci la République de Macédoine, et là, avec toutes les difficultés ressurgissent, puisque la Grèce refuse que les Macédoniens utilisent le terme de Macédoine pour nommer leur État. Donc depuis 1991, nous avons une appellation provisoire, c'est-à-dire que nous sommes une ex-république yougoslave de Macédoine, c'est-à-dire nous sommes un ex-quelque chose qui n'existe plus. Et donc, FIROM en anglais, ARIM en français, ancienne République yougoslave de Macédoine pour le ARIM. Et donc, le théâtre, là c'est très intéressant, c'est que le théâtre contemporain fait revenir donc Tchernodrilski, ce fondateur du théâtre du quotidien donc, de 1900, comme personnage même à l'intérieur de ce nouveau théâtre, pour faire le lien justement sur la problématique de la reconnaissance et de la non-existence.